Donc ça consiste à créer une application basée sur Spring MVC avec le moteur de template TeamLeaf dans laquelle on va gérer, on va dire des patients. Donc chaque patient est défini par son ID, le nom, la date de naissance, un attribut malade de type booléen et puis un entier qu'on va appeler le score, s'il vous plaît. Alors dans cette application, donc, on va faire un ensemble d'opérations, mais l'objectif principal de cette démo, c'est de vous montrer comment fonctionne l'architecture Spring MVC. Alors pour cela, donc, on va créer un projet Spring Boot comme la dernière fois. Donc le projet, je vais l'appeler donc Passion App. Bon, c'est un projet Java Maven. Alors le groupe ID c'est net.usefee par exemple et le GDK 21 next. Alors maintenant, quelles sont les dépendances dont on aura besoin? Donc du moment qu'on aura une base de données, donc on aura besoin d'utiliser Spring Data GPA. Dans un premier temps, on va utiliser une base de données H2 Database au début. Mais H2 Database, donc c'est une memory database, mais après, on va utiliser une base de données MySQL. On va inclure le driver MySQL directement. Alors, on aura besoin de Lombok. Ça, j'ai déjà expliqué la dernière fois, pour les getters et setters et le reste. Et on aura besoin des moteurs de templates. D'abord, Web. Alors, Web, ça veut dire que c'est Spring MVC. Avec Tomcat, avec tout ce qui va avec. Et après, on aura besoin d'utiliser quoi? TeamLeaf. Alors, templates. Alors, vous voyez donc dans les moteurs de templates, vous avez TeamLeaf, vous avez FreeMaker, vous avez Moustache, Groovy Template. Donc, tout ça, c'est des moteurs de templates. Alors, on va créer le projet. Alors, dans ce projet, bon, je ne sais pas pourquoi de temps en temps ça arrive, il n'arrive pas à détecter le projet en tant que projet Maven, donc je suis obligé de le fermer, Close, Project, et de l'ouvrir à nouveau. Alors, tant que vous n'avez pas le package, vous ne voyez pas votre package bien, comme ça, c'est pas bon. Vous voyez donc, il me demande de charger le projet en tant que projet Maven. C'est à ce moment-là qu'il construit le projet. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là que je peux commencer à travailler. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le package de base de l'application? S'il vous plaît. Ben, si vous voulez continuer à parler, mais ça ne me dérange pas que vous soyez à l'extérieur. Vous parlez quand vous voulez. Alors, donc, dans ce package de l'application, le package de base de l'application, on va créer les packages suivants. Vous avez les entities. On va créer un package pour stocker les repositories. C'est les interfaces repository basées sur Spring Data. Et on aura besoin d'un package web pour le moment. Alors, dans l'entité, on va créer une classe qu'on va appeler patient. Alors, dans notre cas, un patient est défini par les attributs ID. Alors, j'utilise lang ID avec lang L majuscule, c'est-à-dire c'est une bonne pratique d'utiliser des classes et non pas les primitives, d'accord? Alors, ici, donc, je vais utiliser en fait le nom du patient, le prénom, la date de naissance. J'utilise java.util.date. Et puis on va utiliser donc un attribut booléen malade et un attribut qu'on va appeler score. Alors maintenant, pour les getters et setters, on va utiliser Lombok. Alors pour Lombok, donc on aura besoin d'utiliser un constructeur avec sans argument, un constructeur avec argument. On aura besoin de générer les getters. On
on aura besoin des setters. Alors, il y a également une autre annotation qui s'appelle data. Alors, en fait, l'annotation data, il génère aussi bien les getters et setters, mais il ajoute également d'autres méthodes, comme la méthode hashcode, toString, etc. Mais il se trouve que parfois, on n'a pas besoin des autres, et qu'il y a des méthodes qui rentrent parfois en conflit avec GPA. Donc, ce qui fait que l'annotation data, il vaudrait mieux l'éviter. Donc, vous utilisez à sa place getter, setter. Comme ça, vous êtes sûr de setter, d'utiliser ce que vous voulez. Il y a la toString si vous voulez toString. Et on va ajouter la notation builder. Donc, je vais vous expliquer donc, le builder, c'est quoi au moment de la création des objets. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois façons pour créer les objets, soit en utilisant un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, ou bien en utilisant ce qu'on appelle le builder. Alors maintenant pour GPA. Alors pour GPA, on va utiliser la notation entity. Ça c'est du GPA. Ça veut dire que la classe correspond à une table dans la base de données. Si vous souhaitez spécifier le nom de la table, donc vous utilisez table, name. Alors name, donc la table, vous l'appelez patient. Alors si vous mettez pas table, donc par défaut, il va prendre le même nom au pluriel. Il respecte les conventions. Nous avons besoin de la notation ID, generated value. Alors ici, on va utiliser identity, ça c'est un auto-increment. Alors pour le moment, c'est suffisant pour l'entité. Et dans les interfaces, maintenant pour le mapping objet relationnel, il suffit de créer une interface qu'on va appeler patient repository. Alors cette interface-là devrait hériter de l'interface GPA repository basée sur Spring Data. On spécifie l'entité qu'on va gérer, c'est patient, et le ID, il est de type long. Ça c'est pour Spring Data. Alors maintenant pour l'application, on veut insérer quelques patients dans la base de données au démarrage. La façon la plus simple, c'est de créer une méthode qui permet de retourner un objet command line runner. La méthode, on va l'appeler start. Et cette méthode-là, il va retourner un objet return. Normalement, il faut retourner un objet new command line runner. Et si vous créez un objet command line runner, ça veut dire que vous êtes obligé de redéfinir la méthode run. Alors en fait, pour que cette méthode-là s'exécute au démarrage, il faut utiliser la notation bin. Alors le fait d'utiliser la notation bin sur une méthode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au démarrage de l'application, Spring va exécuter cette méthode. Une fois que Spring démarre, cette méthode va s'exécuter. Et quand cette méthode s'exécute, il va retourner un objet command line runner. Et Spring, il est programmé. Une fois que l'objet command line runner est créé, il fait automatiquement appel à sa méthode run. Donc vous voyez, donc si vous voulez faire un traitement au démarrage, vous pouvez le faire ici. Ça c'est la meilleure façon de faire si vous voulez. Alors pour ne pas utiliser, vous savez, si vous avez une interface avec une seule méthode, il vaudrait mieux utiliser l'expression lambda, n'est-ce pas? L'écriture lambda, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc si vous prenez ça et vous demandez à IntelliJ donc d'utiliser la lambda, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc directement return args, et donc automatiquement ça c'est la méthode run, et vous mettez le code. Alors dans notre cas, on veut maintenant utiliser patient repository. Donc il suffit de la déclarer pour faire l'injection des dépendances. Donc vous n'avez pas besoin de la déclarer, vous mettez hotwired, il suffit de la déclarer ici. Donc automatiquement il fait l'injection des dépendances. Et puis on va créer des patients. Alors maintenant pour créer les patients, nous avons trois façons de faire. La première c'est de faire patient P1 égale new patient en utilisant le constructeur sans paramètres. Ok? Et si vous utilisez le constructeur sans paramètres, vous allez utiliser les setters. Par exemple, le nom P1.set prénom, il n'y a que le nom. Oui, prénom aussi. Alors, set prénom. P1.set
date de naissance. Je vais utiliser, pour aller plus vite, je viens de naître, la date système. Alors, le score, je vais mettre un score quelconque. Et après, P1.7 malade. Par exemple, true. Alors, donc ça, c'est le premier patient. Donc ça, c'est une façon. Utiliser le constructeur sans paramètres et puis vous utilisez les setters. La deuxième façon, c'est d'utiliser le constructeur avec paramètres. Donc P2 égale new patient. Alors là, vous avez maintenant besoin de connaître l'ordre des paramètres. Le premier, c'est le ID, on va le garder nul, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est le nom. Par exemple, ici, je vais mettre Imen. Le prénom, Imen. La date de naissance, new date. Malade, par exemple, false. Et le score, par exemple, je mets une valeur. Donc ça, c'est créer un objet avec le constructeur avec tous les paramètres. Alors faites attention parce que ici, parfois, ce qui vous arrive, c'est que si vous mettez ici un long L minuscule, là, ça passe pas parce que vous ne pouvez pas affecter un nul à une primitive, n'est-ce pas? Donc ce qui fait qu'il faut se rendre compte que ça, c'est que vous avez raté ce petit détail ici. Alors, la troisième possibilité pour créer les patients, c'est d'utiliser le builder. Alors, patient, P3 égale directement patient, la classe patient, builder.build. Ça, c'est le builder que nous utilisons. Et avant de faire build, donc vous pouvez appeler point name, point le nom, Yassine, point. Et vous mettez les attributs que vous voulez, par exemple, malade, false, point prénom, etc., etc. Score. C'est-à-dire, vous pouvez initialiser que les attributs que vous voulez, après vous faites build, vous construisez. Donc, c'est un design pattern, ce qu'on appelle le pattern builder. Il se trouve que quand on a des objets complexes, souvent, on préfère souvent utiliser les builders pour créer les objets, initialiser les objets. Monsieur, oui. Si on n'a pas spécifié les attributs, c'est-à-dire on a fait juste les valeurs par défaut. Non, c'est les valeurs par défaut. Si vous ne donnez pas de valeur, par exemple, ID c'est nul, ça c'est nul, 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 ça c'est false, et ça c'est 0. Ouais. Alors maintenant, on va enregistrer ces patients-là en utilisant patient repository.save P1, P2, P3, etc. N'est-ce pas? Donc vous avez donc donc on enregistre 3 patients dans la base de données. Donc pour tester, il faut configurer dans le fichier application properties le data source. D'abord, on aura besoin de spécifier le numéro de port. Alors je vais utiliser 8686 comme numéro de port pour Tomcat. Donc on demande à Spring de démarrer Tomcat sur ce port. Et puis on aura besoin d'utiliser Spring Data Source URL. Alors ici, comme j'utilise si vous utilisez une base de données H2, on va utiliser JDBC de point H2 mem. Alors attention, ça c'est mem et non pas men. Parce que si vous mettez men, vous démarrez avec une exception et vous allez ouvrir parfois vos yeux pendant toute la journée et vous ne savez pas ce qui se passe. Donc c'est mem, c'est memory. Parce qu'en fait, dans H2, vous avez soit mem, soit file. Alors si vous mettez file, ça veut dire que la base de données va être enregistrée dans un fichier. Ici, dans notre cas, on va utiliser mem, c'est-à-dire memory. Et la base de données, on va l'appeler patient.db. Alors, on a besoin de la console H2 pour consulter la base de données. H2 console, on va mettre true. Alors ça, c'est le premier démarrage qu'on va faire. On va exécuter l'application. Spring, ça démarre a priori sans problème. Si vous voulez afficher la liste des patients, vous pouvez utiliser patient repository find all for each. Donc des find all for each system out println.
Ça veut dire que je vais afficher la méthode toString, n'est-ce pas? Alors si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est comme si vous faites ici for each quoi, P. Vous voyez? C'est la même chose. Alors bref, donc ça c'est un rappel de ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc ça, j'ai déjà fait la démo, il faut rappeler la semaine dernière. Donc vous voyez donc ici a priori ça marche, il n'y a pas de problème. Alors si on regarde maintenant dans la base de données, bah, on va trouver donc si vous faites localhost 86 / each to console. Alors la base de données c'est PassionDB, connect, et nous avons donc la table Passion qui est générée et tout se passe bien. Alors maintenant on va passer à la partie Spring MVC. Alors pour la partie Spring MVC, donc je vais créer dans Web, on va créer le contrôleur. Alors déjà vous remarquez au démarrage, si vous cherchez dans les commentaires, il y a Tomcat, il y a Dispatcher Servlet qui est déployé. C'est-à-dire que ça, vous ne le faites pas avec Spring Boot par défaut. Il déploie une servlet. Elle est déjà au démarrage, elle est là. Il y a Tomcat qui est démarré. Dispatcher Servlet est déployé. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le fichier web XML, de déclarer la servlet, etc. Parce que la servlet, elle est déjà auto-déployable. Donc c'est ça Spring Boot. Spring Boot, c'est l'auto-configuration. Donc vous avez pas mal de choses qui fonctionnent au démarrage. Il utilise la configuration par défaut. Et généralement, la configuration par défaut, elle est déjà bonne, elle est bien préparée. Alors, donc on va créer un contrôleur qu'on va appeler Passion Controller. Alors, pour que ce soit un contrôleur, on va utiliser la notation controller. Et puis, on a besoin d'accéder à la base de données. Donc, nous avons besoin de Passion Repository. Pour faire l'injection des dépendances, on peut utiliser Hotwired, mais nous avons dit que Hotwired, il est déprécié. Si vous voulez faire l'injection des dépendances, au lieu d'utiliser Hotwired, vous pouvez le faire via le constructeur. Vous générez un constructeur avec paramètres. Donc la même chose ici, ça marche, c'est mieux. Mais dans un premier temps, vous pouvez utiliser Hotwired, et pas de problème. Alors ici donc on va créer une méthode qui retourne une vue qu'on va appeler index. Cette méthode va nous retourner une vue qui s'appelle Passion. Et pour accéder à ça, on va utiliser getMapping. Alors le path c'est /index. Alors ça veut dire que si je tape http localhost/index, ben qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est en fait le moteur plutôt Dispatcher Servlet, il va chercher Themeleaf et il va lui demander de chercher une vue qui s'appelle passion.html. Donc ça veut dire que ici donc j'ai besoin de créer une vue qui s'appelle passion.html. Alors cette vue passion.html, où est-ce qu'on va la créer? C'est dans le dossier templates. Dans ressources, vous avez templates. Ici on va créer new HTML file. Et on va l'appeler passion.html. Alors ici, donc ça c'est passion. On va faire un test. Ici, liste des passions. Alors si vous redémarrez l'application, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va maintenant faire appel à localhost 86. Si vous mettez /index, en principe ici vous voyez donc la vue passion.html. Alors nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut afficher la liste des passions qui se trouve dans la base de données. Alors pour afficher la liste des passions, donc nous aurons besoin de changer notre contrôleur. Eh bien on va tout simplement faire appel à passionRepository.findAll. On récupère la liste des passions.
et on va la stocker dans le modèle. Alors pour la stocker dans le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle. Modèle de Spring. Alors modèle de Spring MVC. Alors si vous déclarez le modèle, maintenant on va utiliser modèle.add attribute. On va créer un attribut dans le modèle qu'on va appeler par exemple liste patient. Et la valeur c'est patient. Alors maintenant, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que on accède au modèle, on va stocker un attribut liste patient dans lequel vous avez la liste des patients. Maintenant, on va arriver vers la vue, on va afficher ces patients. Et pour cela, donc, on va créer un table dans lequel vous avez thead, tr, th. Donc, on va mettre les colonnes qu'on veut afficher. Il y a le nom, il y a le prénom, il y a la date de naissance, il y a l'attribut malade et le score. Et puis nous avons besoin dans tbody de créer une ligne, mais cette ligne on va faire une boucle, n'est-ce pas? On va la répéter autant de fois qu'il y a de patients. Alors pour cela nous avons besoin de déclarer le namespace de TeamLeaf. Comment le faire? Dans HTML, on va utiliser xml_ns_th égale, c'est http://www.teamleaf.org. Donc ça c'est le namespace de TeamLeaf. Donc th c'est un préfixe que vous allez utiliser. Ici, dans tr, on va utiliser th.each. Alors pour chaque patient P, $. Alors ici donc quoi? On va chercher liste patient. Donc c'est-à-dire automatiquement on va vers le modèle, on va chercher un attribut qui s'appelle liste patient. Et puis on va générer donc des TD. Et pour écrire un texte entre TD et /TD, alors maintenant avec TeamLeaf, il faut utiliser th-text. Et vous mettez l'expression P. Qu'est-ce qui nous intéresse dans P? C'est ID. Alors ici, donc, il y a le nom, il y a le prénom, il y a malade, et score. La date d'abord, je pense, de naissance, et score. Alors ce qui est bien avec IntelliJ, c'est un peu cette intelligence-là, il sait ce que vous faites, même avec dans votre vue. Voilà, donc ici malade et le score. Alors pour le moment, on est obligé de redémarrer à chaque fois qu'on fait des modifications pour faire le test. Mais après, il y a une dépendance qui s'appelle DevTools qu'on peut utiliser par la suite si vous souhaitez voilà, donc pour éviter à chaque fois de redémarrer toute l'application pour à chaque fois faire des tests. On aura l'occasion d'en parler. Alors si je vois donc la liste des ici, donc vous voyez donc j'arrive bien à avoir la liste des patients que j'ai dans la base de données. Mais ça c'est pas très joli. Donc maintenant nous avons besoin de Bootstrap pour arranger notre design. Alors si vous voulez intégrer Bootstrap dans votre application, il suffit de chercher une dépendance qui s'appelle WebJars, Bootstrap 5, Maven Dependency. Alors cette dépendance, il suffit de l'ajouter à votre fichier .xml. Update, load Maven project. Alors j'ai Bootstrap, j'ai jQuery, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que dans les dépendances, si vous regardez dans les librairies, vous allez trouver toutes les dépendances Maven, c'est des jars. Et dans les jars, vous allez trouver il y a Bootstrap. Et dans Bootstrap, vous allez trouver qu'il y a ici, vous voyez donc il y a CSS,
ISJS, etc. Donc tout ce qu'il vous faut pour travailler avec Bootstrap. Alors comment l'intégrer? Alors pour l'intégrer, il suffit d'aller vers la page et vous allez intégrer Bootstrap avec link, style sheet. Le type de la feuille de style c'est CSS et href. Bah, vous voyez donc vous avez WebJars. Il suffit de mettre WebJars, Bootstrap, la version 5.5.3, CSS. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est bootstrap.min.css. Donc ça c'est Bootstrap. Alors si vous avez Bootstrap, on va aller vers Table. On va utiliser la classe Bootstrap qui s'appelle Table. Tout simplement. Alors je redémarre. Alors si j'actualise ici, vous voyez bien, c'est beaucoup mieux. Ça c'est Bootstrap. Alors maintenant, du moment que j'ai Bootstrap, donc je vais profiter pour arranger un peu ma page. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un div avec la classe padding tree par exemple. Je fais aussi margin tree, à l'intérieur duquel je vais créer un autre div dans la classe card, à l'intérieur duquel je vais avoir un div avec la classe card header. Ici on va mettre liste des patients et on va créer un autre div dans la classe card body. Bon, c'est une carte tout simplement. Voilà. Chaque fois. Alors, voyez, donc j'ai quelque chose comme ça. Alors maintenant, je vais déplacer mon tableau à l'intérieur ici. Donc je prends tout ça, table, CTRL X, et je le mets dans card body. Alors maintenant, ce titre-là, je n'ai pas besoin. Voilà, alors ça c'est... Vous voyez donc que vous avez 15 minutes comme ça, vous avez déjà démarré. C'est tout simplement, c'est grâce à l'inversion de contrôle. Vous voyez donc rapidement, la DAO c'était rapide. Tech, Spring MVC, il vous facilite le travail tellement, à un moment donné, vous êtes déjà dans votre travail. Alors voilà. Alors maintenant, ce que je vais ajouter un lien pour supprimer un patient. OK? Alors pour supprimer un patient, ben, je vais ajouter ici un TD, à l'intérieur duquel je vais utiliser un lien delete. Et je vais utiliser les classes Bootstrap BTN Danger. Et puis je vais utiliser, au lieu d'utiliser href, on va utiliser th-href. Ça c'est. Alors avec th-href, vous utilisez la syntaxe suivante. C'est la référence vers une action qui s'appelle /index. /delete patient, par exemple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez sur delete, on va faire appel à une autre action qui s'appelle delete patient. Voilà, si je clique dessus, j'ai delete patient. Alors, sauf que quand j'appelle delete patient, il faudrait que je lui envoie le ID. Le ID du patient, n'est-ce pas? Alors, pour faire cette opération-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser ici, entre parenthèses, ID égale directement la valeur de ID. C'est quoi la valeur de ID? C'est $p.id. Donc vous voyez, donc c'est ça l'avantage d'utiliser th-href, parce que vous avez des expressions qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Comme ça.
Alors si je clique dessus, donc vous voyez donc ici ID égale 3 et là c'est ID égale à 2. Alors maintenant, bien sûr, il faut dans le contrôleur, je dois ajouter delete. Voilà, delete patient. Alors pour l'ajouter, donc c'est ce que je vais faire ici. Dans le contrôleur, je vais créer une nouvelle méthode qui retourne un string delete. Alors cette méthode-là, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un paramètre. Alors ce paramètre s'appelle ID. Alors pour accéder à cette méthode, on va utiliser getMapping. Et le path c'est quoi? C'est delete patient. C'est-à-dire si j'envoie une requête HTTP avec delete patient, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Alors cette méthode-là, elle va récupérer, Spring MVC, il va récupérer un paramètre qui s'appelle ID. Ça suppose que le paramètre s'appelle ID, ça va marcher. Sinon, vous utilisez une annotation qui s'appelle request param name égale ID. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que request param, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de demander à Spring MVC d'utiliser l'objet request, dire la servlette, et d'utiliser request.getParameter. Il va chercher un paramètre qui s'appelle ID et il l'affecte à cette variable. Alors bien sûr, si le paramètre porte le même nom que la variable, à la rigueur, vous n'avez pas besoin. Alors ici donc on récupère, on fait appel à delete by ID, on supprime. Et maintenant quand je supprime, je vais retourner. Qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien ici je vais faire une redirection. Donc rappelez-vous tout à l'heure, c'est quoi ça? Quand je retourne la vue, qu'est-ce qu'il fait Dispatcher Cell? Il fait un forward. Mais ici je vais faire une redirection. Je vais rediriger vers slash index pour charger à nouveau. Du coup, donc pour faire la redirection, il suffit d'utiliser redirect de point slash. Donc automatiquement, Dispatcher Servlet, il sait qu'il va faire une redirection. Alors donc si je clique, vous voyez donc il n'y a pas de problème. Donc j'arrive à supprimer. Ok. Alors sauf que maintenant, si vous voulez faire une confirmation, la manière la plus simple, c'est avec du JavaScript, vous pouvez ajouter ici quelque chose en clic et vous mettez return, directement une fonction JavaScript que vous connaissez qui s'appelle confirm, et vous affichez le message êtes-vous sûr de vouloir supprimer. Vous voyez donc ça c'est plus simple. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous cliquez, vous voyez donc qu'il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher, c'est du JavaScript. Êtes-vous sûr? Annuler, il ne fait pas, mais si je fais OK, il va supprimer. Alors vous voyez donc pour en arriver là, donc vous n'allez pas vraiment, si vous le faites la première fois, c'est normal, vous allez passer un peu de temps, mais c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Alors après, maintenant, on va faire la recherche, on va faire la pagination, on va faire pas mal de choses. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on bascule de la base de données H2 vers la base de données MySQL. Alors comment on va faire? Alors pour basculer vers MySQL, donc j'ai besoin d'abord de démarrer MySQL. Alors ici, donc j'ai XAMPP. Donc, voilà, donc j'ai démarré XAMPP, etc. Donc, qui est démarré. Alors, MySQL Database. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas démarré comme ça, parce que souvent, j'espère qu'il n'y a pas de conflit. C'est pas mal de... Donc le serveur Apache est démarré, mais MySQL n'est pas. MySQL n'est pas démarré. Pourquoi? Parce que je travaille avec. Je pense que je travaille avec Docker. Et je vais arrêter.
Alors ici, donc, Docker PS. Alors je vois ici MySQL quelque part, il est là, il est déjà démarré. Donc je vais l'arrêter. Alors Docker, stop. Ce conteneur là, je vais l'arrêter. Voilà. Ouais. Alors donc j'ai démarré MySQL. MySQL localhost 80. Alors ça c'est XAMPP. Vous avez phpMyAdmin. Vous avez quelque chose que vous connaissez. Donc ça c'est en fait c'est pas MySQL, c'est MariaDB, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Ben, c'est MySQL. C'est la sœur de MariaDB. Maria. Maria. Alors maintenant, pour basculer vers la base de données MySQL, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ça. D'abord, la première des choses, c'est qu'on va changer dans le fichier POM. Donc déjà, il faut rappeler que vous avez la dépendance de MySQL. On l'a déjà intégrée. Sinon, il faut l'ajouter. C'est celle-là. C'est MySQL Connector J. Alors, dans les anciennes versions, il y avait un connecteur qui s'appelle MySQL Java. Mais pour Spring Boot 3, il faut utiliser celui-là, MySQL Connector J et non pas Java, parce que ça ne marche pas pour les nouvelles versions. La deuxième des choses, c'est qu'ici, on va changer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, ici, on va utiliser GDBC .mysql localhost 3306, c'est le port. La base de données, on va l'appeler patient DB inset. J'imagine qu'il y a une base de données comme ça. Si la base de données n'existe pas, on va utiliser create database if not exist. Alors create database if not exist égale à true. Et puis donc vous avez besoin de username. Username c'est root. Password. Alors ici donc le mot de passe c'est, je pense j'ai une chaîne vide. Et après si vous voulez générer la base de données, vous utilisez, alors ici donc create ou bien update. J'ai plutôt GPA Hibernate DDL auto, on va mettre create. Bon, ça on n'a plus besoin de la console parce qu'on va pas utiliser H2. Et voilà, nous avons besoin du dialecte. Alors Spring show SQL true si vous voulez afficher les requêtes SQL dans la console. Dialecte. Alors ici donc vous voyez ici donc j'utilise le dialecte c'est org hibernate dialecte, c'est MariaDB dialecte. Alors si vous exécutez l'application, donc vous venez de basculer vers, vous voyez donc ici, c'est parce que vous avez demandé show SQL égale true. Vous voyez donc les requêtes SQL qu'il exécute. Vous voyez create table, if not exist, etc. Donc ça c'est important. C'est clair? Alors si vous regardez votre base de données, vous allez trouver la base de données patient DB inset. Il est là. La table patient, donc tout se passe bien. Alors sauf que cette fois-ci, c'est parce que c'est une base de données. Donc à chaque fois que vous allez redémarrer,
on va ajouter à chaque fois 3, n'est-ce pas? À chaque fois, on va ajouter 3 enregistrements. Alors, on va laisser comme ça, c'est pas grave, parce qu'on a besoin de faire la pagination. Donc, c'est-à-dire, on a besoin d'avoir beaucoup d'enregistrements dans notre base de données. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, si vous affichez, vous voyez donc ici, nous avons... Si on a utilisé create, create à chaque fois, il écrase. Ouais. Alors, je vais utiliser update. Voilà. Alors, nous avons quelque chose comme ça. Alors, maintenant, on va faire la pagination. OK? Alors, pour faire la pagination, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment gérer la pagination? Eh bien, d'abord, dans le contrôleur, c'est qu'au lieu de faire appel à la méthode findAll, on va utiliser findAll, mais avec page request of, et vous spécifiez c'est le numéro de la page et le nombre d'enregistrements. Je veux par exemple les 5 enregistrements de la première page. Mais ici donc, là je ne veux pas get content, je vais mettre ici comme ça. Okay. Alors sauf que si vous faites ça, vous n'allez pas avoir une liste, vous allez avoir un objet de type page. Alors page de patient. Voilà. Alors, vous voyez donc la méthode findAll, il reçoit un objet de type pageable. Et pageable, donc, c'est un objet auquel vous pouvez transmettre donc les paramètres, le numéro de la page et le nombre d'enregistrements. Alors, si vous le laissez comme ça, ça veut dire que vous n'allez pas avoir tous les enregistrements, mais vous allez avoir que 5. Vous voyez? Donc, c'est ça le premier. Alors maintenant, on va paramétrer ça. Et pour le paramétrer, ici, dans notre méthode index, qu'est-ce qu'on va lui envoyer? Le paramètre, quelle page qu'on veut, et size. OK? Et dans ce cas-là, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est page et size. Ça veut dire que si on veut maintenant demander, on va mettre point d'interrogation. À quoi est égale la page? C'est 0. And size égale à quoi? Égale 3. And. Vous voyez donc il m'a donné les 3. Si je veux par exemple la page 1, je mets... Donc il me donne la page suivante. Je veux la page 2, etc. Alors, vous voyez, donc ça c'est manuellement, mais maintenant on veut avoir des boutons ici qui permettent de naviguer dans les différentes pages. Alors pour cela, la première des choses, c'est que d'abord, avec ici les paramètres, on va donner la valeur par défaut. C'est-à-dire ici, on va utiliser request param name égale à quoi? Égale page. Ici, si page n'existe pas, il y a default value. Alors c'est quoi default value? C'est 0. Et la même chose pour size. Request param name égale size. C'est quoi default value? 5. Alors ces default value, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire si je demande, c'est-à-dire si je fais /index, je précise rien. Donc par défaut, j'ai la première page 0 et combien d'enregistrements c'est 5. Alors maintenant, je vais profiter pour avoir donc une barre de navigation. Alors pour créer cette barre de navigation, ici donc dans le modèle, je vais stocker un attribut d'abord dans lequel je vais créer un tableau.
Donc je vais appeler ça pages, d'accord? Je vais créer un modèle, plutôt un tableau pages. New int, c'est un tableau. C'est quoi la dimension? Et bien la dimension, c'est... alors ça, c'est page passion, comme ça. Alors pour être... alors ici, c'est page passion. Vous voyez donc la page, vous avez content, ça vaut dans la liste. Total element, c'est le nombre d'éléments c'est-à-dire existants dans la table. Et après total pages, il va me retourner le nombre total de pages. Sachant que j'ai le nombre de size égale à 5, total pages, il me donne le nombre de pages qui existent dans la base de données. Ah non, attendez. Ça, c'est content. Get content, ça. C'est-à-dire, c'est liste passion, c'est le contenu. Alors que ici, c'est page passion. Voilà. Get total pages. Mais en même temps, j'ai besoin de stocker la page courante. Modèle.attribute. Je ne sais pas comment il ne me propose pas et ça, mais je vous ai parlé la dernière fois l'extension se met à GitHub Copilot. Ça, c'est... voilà, l'intelligence artificielle. Alors, current page égale à page. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur patient. On va construire une barre de navigation. Juste après table, on va créer un élément UL. Alors, dans lequel on va utiliser list item. Et maintenant, on va faire une boucle. N'est-ce pas? Alors, on va utiliser th each. Pour chaque page, $ pages. J'ai créé le modèle pages, les pages. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais créer un lien dans lequel je vais afficher avec th text. Je vais afficher tout simplement page. Ok? th text, oui. Texte. J'affiche la page. Alors si vous faites ça, regardez ce qui va se passer. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il nous a affiché? Il a bien affiché les pages, mais parce que c'est un tableau de type int. C'est quoi la valeur par défaut? C'est 0. Moi, je ne veux pas la valeur, je veux l'index. C'est-à-dire l'index du tableau. Alors pour faire ça, ben, je vais utiliser ici for page virgule index. Alors regardez, vous avez la page. En fait, l'index, qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche un objet qui contient index, count, size, current, etc. Il y a des informations. Alors ici, donc, je vais utiliser, au lieu de faire ça, eh bien, je vais utiliser pour c'est pas index, on va l'appeler status, comme ça. Status. Ok. Ici, donc, je vais utiliser status.index. Ok. Voilà. Donc, ici, donc, c'est une façon de parcourir ces éléments. Et là, je retrouve l'élément index ici. Donc, ça ne va pas poser de problème. Je vois la page 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors maintenant, je ne vais pas les laisser comme ça, je vais utiliser Bootstrap pour créer une barre de navigation relativement mieux. Donc je vais utiliser tout simplement ici classe navpills. Donc ça c'est Bootstrap. OK. Et ici donc je vais utiliser classe btn. Btn par exemple
success ou ce que vous voulez, info, avec une couleur quelconque. Alors je vois quelque chose comme ça. Alors maintenant je vais les espacer en utilisant tout simplement margin, par exemple 1. Et je vais utiliser btn outline info. Donc ça c'est des classes Bootstrap. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Bootstrap, c'est l'occasion. Donc je vois ici donc mes boutons qui sont comme ça. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer quand je clique? Ben, je demande la nouvelle page. Alors pour cela donc comment le faire? Eh bien, on va utiliser href. Href égale à quoi? Encore. J'appelle /index, mais cette fois-ci avec quel paramètre? À quoi est égale la page? Égale. C'est $ quoi? C'est status.index. Voilà. C'est-à-dire je demande telle page. Et ici, donc, vous voyez, donc, je clique sur 1. Ça me donne la page 1, la page 3. Un peu de programmation, il n'y a pas beaucoup de code, mais il y a une logique, n'est-ce pas? C'est bien de le faire comme ça parce que après vous pouvez trouver donc, un petit truc qui fait ça déjà, mais il vaudrait mieux le faire comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut que la page courante, il faut que ça soit colorié avec une couleur qui est différente. Alors, comment on va le faire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser current page. C'est-à-dire, ici, on va utiliser dans la classe, au lieu d'utiliser ici classe comme ça, eh bien, on va utiliser th class. th class. Alors, th class, ça veut dire quoi? Il y a une condition. Alors, c'est quoi l'expression? Alors, l'expression si status.index égale à quoi? Égale current page. Dollar. Non, c'est dollar. Voilà. Donc, c'est status.index égale current page, c'est-à-dire c'est la page courante. Je fais point d'interrogation. Je vais appliquer cette classe Bootstrap. btn au lieu de outline, je fais btn info. Deux points. Sinon, vous voyez donc si cette condition est vérifiée, je vais appliquer cette classe CSS. Sinon, je vais appliquer btn outline info. Ça marche. Oui. Donc ici, donc, vous avez réussi à faire la pagination. Alors maintenant, on va ajouter une recherche. Alors on va créer un formulaire de recherche ici. Alors pour cela, on va créer un formulaire dans lequel on va faire quelque chose de plus simple. On va créer un div. Bon, je fais directement, je crée un label. Alors ça, c'est keyword. Et puis je vais créer un input type égal à texte. Et j'ai besoin d'un bouton. Classe égale btn outline info search. Et après on va arranger ça. Vous avez ici un petit formulaire. Donc on va après utiliser Bootstrap pour arranger ça. Et là je vais chercher. Je vais chercher par exemple par nom Y. Normalement ici donc je dois faire une nouvelle recherche. Alors comment on va le faire?
Alors pour le faire, on va utiliser ici d'abord quelle méthode? C'est get. Alors généralement, si vous avez une recherche, c'est get, n'est-ce pas? Alors ici, donc on va faire un get et on va utiliser th action. Alors th action, ça veut dire quoi? Quand je clique sur le bouton chercher, je fais encore appel / index, toujours. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais envoyer comme paramètre ici? Je vais envoyer name. Alors j'ai un champ qui s'appelle keyword. Keyword. Donc ce qui fait que au niveau de mon contrôleur, ben, j'ai encore besoin de récupérer un autre paramètre qui s'appelle string keyword. J'utilise request mapping, request param. Alors c'est quoi le paramètre? Comment il s'appelle? Keyword. Et la valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Ok? Alors maintenant, ici, je ne veux plus utiliser find all, mais je vais utiliser une méthode qui permet de faire la recherche. Alors cette méthode-là, je dois la créer. Donc avec Spring Data, c'est plus simple. Il suffit de créer une méthode qui retourne un objet de type page de patient. La méthode, on va l'appeler find by quoi? By name, by nom, contains, ignore case. Le paramètre s'appelle keyword. Alors, le paramètre s'appelle keyword, mais si vous faites la pagination, quand vous faites la pagination, il faut transmettre un objet qui est de type pageable. C'est une interface. Alors, pageable de Spring Data. Voilà. Alors, keyword, donc ici, on va le noter comme ça, peu importe. Donc, vous avez une méthode qui fait la recherche. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce que vous allez lui transmettre? Ben, au lieu de faire find all, on va utiliser maintenant find. Alors ici, donc, le paramètre, c'est quoi? Keyword. Et le deuxième paramètre, c'est la page. Donc, vous voyez, donc, si vous connaissez Spring Data, vous irez très vite. Si vous ne la connaissez pas, il faut bien sûr chercher, etc. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait la pagination, la recherche. Alors, je vais chercher Y. Il n'y a que Y ici. Yusfi. Imen. Ok? Donc, c'est-à-dire là, mais si vous mettez, c'est-à-dire si vous mettez rien, si vous mettez pas keyword par défaut, à quoi est égal keyword? C'est une chaîne vide. Et comme une chaîne vide, ça existe partout, donc il va aussi find all. L'équivalent de, au départ, il fait un find all avec une page. Mais le problème qui reste maintenant, c'est quoi? Le problème qui reste, c'est que si quand vous cherchez, par exemple, un mot-clé, d'abord, il faut afficher le mot-clé dans la zone de texte. Alors, pour afficher le mot-clé actuel de recherche dans la zone de texte, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser th value. Donc, c'est quoi th value? Donc, il nous faut stocker dans le modèle le keyword. Donc, c'est pour cela qu'il faut revenir au contrôleur. Ici encore, vous allez dire que modèle. C'est ça l'inconvénient de le rendu côté serveur. Rendu HTML côté serveur, c'est qu'à chaque fois, on rafraîchit toute la page. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie la requête, il faut préparer les données dans le modèle. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire tout simplement add attribute keyword égale à quoi? Keyword. Et comme ça, si je veux l'utiliser ici, donc value, c'est quoi? C'est keyword. Donc, j'accède au modèle et je vais trouver le dernier keyword qui a été saisi.
Ça veut dire que même les données saisies par l'utilisateur sont mises stockées dans le modèle. Donc ça veut dire que le modèle, il stocke les données saisies par l'utilisateur et les résultats qui vont être affichés. Parce que parfois, quand on affiche, on a également besoin d'afficher les données qui ont été saisies auparavant. Alors vous voyez ici, donc ça tient, il n'y a pas de problème. Iman, Yassine. Alors, c'est pas terminé, pourquoi? Parce que regardez, pour Yassine, il y a combien de pages? 4 pages. Mais si je clique sur la page 2, regardez. Ben, il m'affiche tech, mais je revois encore 9 pages. Pourquoi? Parce que quand je clique sur le lien, regardez, je perds le keyword. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on change avec le lien. Donc le lien, à chaque fois que je clique sur le lien de la page, il faut garder le même keyword qui existe dans le modèle. Donc ça veut dire que vous aurez besoin d'ajouter ici. Donc vous envoyez ici quoi comme paramètre? TH-href. Alors ça c'est la classe. Ça c'est href. Déjà classe ici on va supprimer parce qu'on n'a plus besoin. Parce qu'on a utilisé th classe. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc vous avez page et on va envoyer virgule keyword égale à quoi? Égale keyword. C'est ça? Et comme ça, vous ne perdez pas le keyword du modèle. Voilà. Alors ici, donc, si je fais par exemple Mohamed, bon, il n'y a pas de Mohamed. Yousfi. J'ai ça et j'ai 4 pages. Regardez. Maintenant, je reste toujours dans la même recherche. C'est vraiment, quand vous faites ça, c'est que vous allez vraiment comprendre avec la logique du rendu HTML côté serveur. Quand vous faites le rendu HTML côté serveur, c'est cette logique-là qu'il faut utiliser pour générer le code. Alors maintenant, on cherche par rapport à un nom. Mais supposons que vous voulez chercher par rapport au nom ou bien prénom. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Or, n'est-ce pas? Or, prénom, contains, ignore case. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Prénom, or. Il y a un O qui est zéidane. Okay. Contains, in your case. Il y a combien de paramètres maintenant ici? 3 paramètres. Le premier c'est keyword. String. Donc on a name. Le nom. Et ça c'est quoi? C'est le prénom. Vous avez une méthode qui est trop longue, n'est-ce pas? On va l'utiliser. Donc la méthode s'appelle find. C'est trop longue. Mais ici, donc vous avez 2 paramètres. Le premier keyword, le deuxième c'est keyword, tout simplement. C'est-à-dire avec le query, on va le donner soit qu'il se trouve dans le nom, soit qu'il se trouve dans le prénom. Bon, ça c'est des petites astuces comme ça évite beaucoup de... Bon. Alors ici donc, vous cherchez Mohamed, ça marche. Vous cherchez Yousfi, ça marche. Donc c'est-à-dire le keyword, ça peut se trouver soit dans le nom, soit dans le prénom. Alors il reste encore un petit problème à régler, c'est quoi? Regardez. Alors je suis dans la page 2. Ok? Je suis dans la page 2, je veux supprimer l'enregistrement numéro 43. Et quand je supprime, je perds également le mot-clé. Ça veut dire que même dans la suppression, il faut encore garder
keyword. Ça, c'est des petits, c'est un peu des choses. C'est-à-dire ici, quand vous supprimez, vous allez faire th href et vous ajoutez encore keyword égale à quoi? Égale keyword. Et comme ça, dans le contrôleur, vous avez ici donc le supprimer ID et vous allez transmettre le keyword. Pourquoi? Parce que quand vous faites un redirect vers index, il faut lui transmettre point d'interrogation. Vous voyez donc la redirection, c'est ça le problème. Quand vous faites la redirection, vous allez perdre le modèle. Donc c'est-à-dire, s'il y a quelque chose à transmettre, il faut le transmettre dans URL. Donc il faut transmettre la page actuelle, page égale à quoi? Égale page alors page égale à page, c'est-à-dire vous faites plus and keyword égale keyword. Donc c'est-à-dire que quand vous supprimez, ben, je vais garder l'URL la page actuelle et je vais garder le keyword actuel. Donc ici il faut également envoyer la page. Alors c'est quoi la page actuelle? C'est current page. Bon, c'est la dernière modification à faire dans ce premier exercice. Alors on va faire une recherche. Alors je suis dans la page 2. Je vais supprimer. Vous voyez donc je reste dans la page 2 et je garde mon keyword. Parce que ici, même si quand on fait, on retransmet les informations.